Des éléments de comparaison, c'est-à-dire avec les dernières données disponibles, hein, produites par le CGEDD, donnant l'évolution des assiettes mensuelles de droits de mutation selon les différentes fractions, mais celles qui nous intéressent sont vraiment, qui sont déterminantes, sont les assiettes de droit commun, hein, celles sur lesquelles vous appliquez le taux de 3,8 ou 4,5%. Et comment évoluer ces assiettes de droits de mutation? On dit autrement, les assiettes de droits de mutation, ce sont les transactions immobilières, ce qui passe, les ventes de logements qui sont actées chez le notaire. Eh bien, sur les 2 premiers mois de l'année, en 2020, janvier-février, on était sur une évolution des droits de mutation qui poursuivait la tendance que l'on avait constatée ces dernières années. C'est-à-dire que les assiettes de droits de mutation de janvier 2020 étaient supérieures de 5% à 2019. Même chose en février, on était à un niveau supérieur de 14% en février 2020 par rapport à février 2019. Puis vient naturellement le confinement, et là on voit bien l'effet du confinement, puisque en avril et mai, le niveau des transactions était inférieur de 35% au niveau des transactions de l'année dernière. On a un rebond technique qui est un peu le pendant de la reprise du PIB que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire que les transactions qui n'avaient pas pu être finalisées durant le confinement, eh bien, l'ont été à partir du mois de juin. Sur juillet-août, on a un niveau d'activité qui est inférieur à 2019. En revanche, septembre, on a retrouvé, on a un niveau de transaction qui est très comparable, même supérieur de 7% au niveau des transactions de 2019. Alors, en cumulé, cette fois, lorsqu'on raisonne en cumulé mois par mois, c'est-à-dire qu'en septembre, au 31 septembre, on avait des droits de mutation qui étaient inférieurs de 8% par rapport à 2019. Alors, naturellement, c'est une moyenne, enfin, c'est une évolution totale. La situation des départements est quand même beaucoup plus contrastée que ça. Puisque sur les 9 premiers mois de l'année, qu'est-ce que l'on voit? C'est quand même, on a 16 départements qui sont à un niveau de droit de mutation inférieur d'au moins 10%. Encore une fois, on est sur une moyenne sur les 9 premiers mois à moins 8. Là, on a 16 départements qui sont à moins 10%, 21 départements qui sont à un niveau de droit de mutation compris entre moins 10 et moins 7%, 25 départements entre moins 7 et moins 5%, 26 départements entre moins 5 et 0, et 12 départements qui se situent à un niveau supérieur au niveau des 9 premiers mois de l'année 2019. Donc, situation extrêmement contrastée, mais qui finalement supporte les plus fortes baisses en tendance. Si on essaye de dégager les tendances, finalement, ce sont les départements de la région Île-de-France, le couloir rhodanien, et pour une part, un certain nombre de départements littoraux. C'est-à-dire que, globalement, les départements qui ont la baisse la plus importante sont les départements qui aussi avaient en 2019 le produit de droit de mutation le plus élevé. Et à l'inverse, les départements très ruraux qui ont un effet, qui connaissent moins de variations négatives, une baisse moins importante que dans les autres départements, sont des départements qui sont plutôt ruraux, mais ce sont aussi des départements qui partaient avec un niveau de droit de mutation en 2019 inférieur, nettement inférieur à la moyenne. Alors, à partir de ces constats, quelles projections on peut faire et selon quelle méthode? On a regardé sur longue période, depuis 2020, entre 2020 et 2019, comment se situaient les droits de mutation des 9 premiers mois de l'année par rapport aux droits de mutation de l'année dans sa globalité. Et en fait, quand on fait une moyenne sur ces 20 dernières années, ce rapport, c'est 74%. 74% du produit d'une année correspond au produit encaissé sur les 9 premiers mois. Et 3 années ressortent, 3 années où ce rapport est le plus élevé. Ce sont les années 2008, 2012 et 2014, où ce rapport passe à 77%. Ça veut dire qu'en fin d'année, sur les 3 derniers mois de l'année, on a eu un moindre rendement du produit des droits de mutation. Et donc, à partir de là, on a fait des hypothèses sur les 3 derniers mois de l'année. On s'est dit, voilà, on a un acquis, les 9 premiers mois, et selon des hypothèses, dans notre scénario bas, on s'est dit, voilà, les produits des droits de mutation d'octobre à décembre 2020 va représenter 65%
du produit d'octobre à décembre 2019. Pourquoi 65%? Ce 65%, il correspond au niveau à l'écart, au rapport qu'il y avait entre l'année 2019, enfin 2020 par rapport à 2019, durant la période du confinement. On s'est dit, c'est vraiment notre scénario bas. Si on reconduit les conditions du confinement sur les 3 derniers mois de l'année, eh bien, compte tenu de l'acquis sur les 9 premiers mois, on devrait être à un produit de notre scénario bas qui devrait être autour de moins 15% par rapport à 2019. Dans le scénario médian, eh bien, on fait l'hypothèse que le produit des droits de mutation sur les 3 derniers mois, donc d'octobre à décembre 2020, va représenter 85% du produit 2019. Et dans notre scénario, alors c'est vrai, hein, on a construit ces hypothèses avant l'annonce du second confinement, mais là on était quasiment optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, on partait du principe que le niveau des transactions immobilières et donc le produit de droit de mutation des 3 derniers mois de l'année vont être équivalents à 102%. Alors pourquoi 102%? C'est ce qui nous permettait de tomber pile sur les moins 5%. Là, on a un peu triché. C'est-à-dire qu'on a pris un taux d'exécution, un rapport qui nous permettait d'arriver à moins 5% pour avoir 3 scénarios bien différenciés. Donc, scénario bas, les droits de mutation baissent de 15%. Scénario médian, les droits de mutation baissent de 10%. Scénario haut, les droits de mutation baissent de 5%. Au vu des derniers événements, on se dit qu'on sera peut-être davantage dans une situation intermédiaire entre le moins 10 et le moins 15%. Eh bien, une baisse de toute façon des droits de mutation de moins 15, moins 10 ou moins 5% va générer une baisse dans les mêmes proportions du prélèvement proportionnel, puisque celui-ci évolue comme l'assiette des droits de mutation. Donc en 2020, on avait un prélèvement proportionnel de 929 millions d'euros. Eh bien, il va diminuer de moins 15, moins 10 ou moins 5% selon le scénario, selon la situation dans laquelle on est. En revanche, du côté du prélèvement progressif, le montant à atteindre étant fixé par la loi, eh bien, dans tous les cas de figure, on aura 750 millions d'euros de prélèvement sur la quarantaine des départements concernés par le prélèvement progressif. Ça veut dire que le prélèvement total attendu pour 2020 eh bien, est compris entre 1,54 milliard d'euros dans notre scénario bas et 1,63 milliard d'euros dans notre scénario haut, à comparer aux 1,68 milliard d'euros de prélèvement en 2020. Alors, à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui garantit que pour la seule année 2020, le montant du Fonds national de péréquation des MTO mis en répartition sera au moins égal à 1,6 milliard d'euros. Et la différence entre 1,6 milliard d'euros et le prélèvement total correspondra à un abondement assuré par l'État, permettant d'atteindre cet objectif. Alors, dans notre scénario, encore une fois, aujourd'hui, il est très peu probable, mais dans notre scénario, à moins 5%, on n'avait pas besoin d'abondement de l'État pour atteindre les 1,6 milliard d'euros de mise en répartition. En revanche, dans les scénarios bas et médians, eh bien, dans le scénario bas, il faut que l'État abonde le fonds à hauteur de 63 millions d'euros. Et dans le scénario médian, c'est un abondement à hauteur de 11 millions d'euros. Le modalité de répartition, eh bien, puisqu'on a 1,6 milliard, de toute façon, quelle que soit l'enveloppe du fonds, pour commencer, la part correspondant à l'ancien FSID étant fixée, elle figée par la loi à 250 millions, c'est une enveloppe qui est garantie. Le solde se répartissant à hauteur de 52% correspondant à l'ancien fonds des MTO et 48% correspondant à l'ancien fonds de solidarité entre les départements. Alors, on attire votre attention, vous avez dans le support les simulations individuelles correspondant à chacun des 3 scénarios sur lesquels nous avons travaillé. Donc, on ne va pas les commenter ici. Par contre, on voulait juste vous rappeler l'importance des effets de seuil auxquels peuvent être confrontés un certain nombre de départements en termes d'éligibilité au reversement de chacune des 3 parts. S'agissant de l'ancien fonds des MTO, vous savez qu'il y a 2 critères d'éligibilité qui correspondent au potentiel financier par habitant et au revenu par habitant. Et donc, sont identifiés ici les départements qui sont éligibles, qui étaient éligibles en 2020 au titre de cette part correspondant à l'ancien fonds des MTO et qui pourraient perdre d'éligibilité compte tenu de leur proximité, soit
en fonction du seuil du potentiel financier par habitant 2021 que nous, on a simulé avec les données disponibles, ou en fonction du revenu par habitant 2020, puisque le revenu qui sera utilisé l'année prochaine n'est pas encore accessible. Donc, il y avait 2 départements qui étaient identifiés, les Landes et l'Alsace. Et puis, oui, l'Alsace, puisque à compter de l'année prochaine, est créée la collectivité européenne d'Alsace par fusion du Haut et du Bas-Rhin. Des départements qui n'étaient pas éligibles en 2020 au titre de cette part, mais qui pourraient le devenir pour les mêmes raisons, proximité avec le seuil. Donc, vous en avez la liste. Donc, ça, c'est du côté de la première part, correspondant à l'ancien fonds des MTO. S'agissant du FSD, l'ancien fonds de solidarité, vous savez qu'il y a un critère central d'éligibilité qui est lié au produit des droits de mutation par habitant, par rapport à la moyenne. Dès lors où ce produit est supérieur à 140% du produit moyen par habitant, un département n'est pas éligible. Et donc, on a fait le tri en fonction de nos simulations. On a identifié les départements qui se situent dans la fourchette 135-140. En fait, on n'en a aucun entre 135 et plus de 140, pardon. On n'en a aucun entre la fourchette 135 et 140. Tous les départements que vous avez là, finalement, sont à un niveau de droit de mutation simulé supérieur d'au moins 140% à la moyenne. Et donc, théoriquement, alors pour certains, c'est sûr, d'autres qui sont assez proches du seuil, la métropole de Lyon, les Yvelines, assez proches du seuil qui pourrait, s'ils étaient en dessous, les faire basculer dans le champ des départements éligibles au titre de cette part. Vous avez un autre effet de seuil important, s'agissant de cette part. Cette part, vous vous souvenez, elle est répartie elle-même en 2 sous-enveloppes. Une première enveloppe qui concerne à peu près tous les départements respectant ce critère et donc ce seuil de 140%, mais vous avez une deuxième part qui est la plus importante. 70% du montant mis en répartition correspond à cette deuxième enveloppe. C'est en fonction du reste à charge AIS net du dispositif de compensation péréquée. Et vous y êtes éligible à partir du moment où ce reste à charge est supérieur à la médiane. Et donc, vous avez ici les restes à charge nets du DCP simulés. Et donc, voilà, vous avez les départements qui ne sont pas éligibles dans nos simulations à ce jour, mais qui sont proches de la médiane, 116,2 € par habitant, et les départements éligibles, mais très proches de la médiane, Finistère, Dordogne, et donc qui peuvent très bien basculer d'éligibilité ou non à la deuxième enveloppe au titre du Fonds de solidarité. Enfin, s'agissant de la troisième part, l'ancien fonds de soutien interdépartemental, là on attire juste votre attention sur le critère du taux de pauvreté, puisque pour être éligible à la deuxième part du FSID, il faut que le département notamment ait un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15%. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le taux de pauvreté 2017 était connu en cours d'année 2020 et donc théoriquement, on s'attendait à ce qu'il soit utilisé par la DGCL pour répartir le FSID cette année, ce qui n'a pas été le cas. Or, 2 départements ont vu leur taux de pauvreté passer sous le seuil des 15%, la Drôme et le Gers, passant de 15,2 à 14,7% et le Gers de 15% à 14,8%. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient éligibles au FSID. Et si l'année prochaine, c'est le taux de pauvreté 2017 qui est pris en compte, eh bien, il faut s'attendre à ce que la Drôme et le Gers perdent leur éligibilité à la deuxième part. Donc voilà, bien faire attention à ces effets de seuil sur chacune des 3 parts lorsque vous faites vos prospectives vos simulations sur les fonds de péréquation.